Bonjour à tous. On m'a demandé de traiter de ce sujet qui a connu des progrès considérables dans les 15 dernières années au moins, et de façon très importante, ces progrès ont entraîné un changement de paradigme dans la prise en charge clinique des patients, et je pense que Gabriel Choucroune, cet après-midi, reviendra sur ce sujet dans le traitement des extra-membraneuses. Donc je vais vous donner quelques éléments disons de connaissance générale, et puis ensuite on verra comment les progrès acquis dans la physiopathologie se sont transformés en avancées cliniques, et si j'ai le temps, je vous parlerai des antigènes exogènes. Donc, vous savez tous que la glomérulopathie extramembraneuse... Tu as un laser, Bruno ? Sinon, je m'en passe. Peut-être là. Non ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est le premier. Donc, vous savez tous que la glomérulopathie extramembraneuse est une cause majeure de syndrome néphrotique chez l'adulte qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale, et une cause rare chez l'enfant. Et elle est caractérisée par des dépôts denses aux électrons qui sont situés sur le versant externe de la membrane basale, qui est ici, associé à un effacement des pieds des podocytes chez ce patient qui avait une protéinurie très, très importante. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de prolifération dans les formes primitives, en tout cas, les plus fréquentes. Et ces dépôts sont constitués d'immunoglobulines G, que vous voyez ici sur le versant externe de la membrane basale, du complexe d'attaque membranaire du complément, le MAC ou C5b9, qui est responsable de la protéinurie, et d'antigènes qui ont pendant longtemps défié l'identification. Vous savez aussi que 30% des cas sont associés à différentes affections, dont les infections, en particulier l'hépatite B chez l'enfant, les cancers, les maladies auto-immunes, notamment le lupus, et aussi la prise de médicaments. Mais les formes dites idiopathiques ou primaires sont de loin les plus fréquentes. Gabriel, cet après-midi, Gabriel Choucroune vous rappellera que le traitement est controversé, essentiellement parce que l'évolution est complètement imprévisible, beaucoup moins depuis que les anticorps anti-PLA2R ont été identifiés. 30%, au moins 30% des formes entrent en rémission spontanée, 30% vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, et le dernier tiers garde une protéinurie et un certain degré d'insuffisance rénale. Aussi, le traitement est controversé à cause de ses effets secondaires, qu'il s'agisse du ponticelli et notamment de l'endoxan avec son risque oncogène et infectieux, ou qu'il s'agisse de la cyclosporine. Et finalement, ce dont on manquait jusqu'à récemment, c'est de thérapies qui soient en quelque sorte liées ou conduites par la physiopathologie. Et le dernier point, jusqu'il y a encore quelques années, la protéinurie était le seul marqueur d'activité. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que la protéinurie n'est qu'un reflet indirect de l'activité immunologique. Alors en fait, sans vouloir remonter au déluge, et c'est bon de remonter dans le passé, la plupart de nos connaissances acquises dans la physiopathologie des extra-membraneuses chez l'homme dérivent d'un modèle expérimental qui a été mis au point par ce pédiatre, Walter Eman, et vous voyez ici son assistante immuniser un rat. Et en fait, ces rats immunisés avec la bordure en brosse du tube contourné proximal, une préparation antigénique qui s'appelle FX1A, développe une extramembraneuse absolument caractéristique, comparable à la forme humaine, avec des dépôts sous-épithéliaux extramembraneux d'IgG. Et finalement, la cible antigénique a été identifiée en 1982 par Dancho Karmiashki et Marilyn Farquhar à Yale. Cette cible antigénique s'appelle aujourd'hui la mégaline. Bien évidemment, elle est localisée dans la bordure en brosse des tubes contournés proximaux qui ont servi à l'immunisation, mais le point important, c'est que l'antigène est présent dans les podocytes et plus spécifiquement dans les puits mantelés des riches en plâtrine, des pieds des pédicelles qui font face à la membrane basale glomérulaire. Et déjà à cette époque, ce schéma physiopathologique pouvait être établi. Les anticorps antimégaline qui sont figurés par des Y traversent l'endothélium fenestré, la membrane basale, atteignent leur cible antigénique, la mégaline, à la surface du podocyte, induisent le clustering de la mégaline, et les complexes humains sont relargués dans l'espace extracellulaire pour rapidement adhérer à la membrane basale glomérulaire. Ils augmentent de taille, deviennent visibles au microscope électronique, activent le complément, la messe est dite. Chez le rat.
En fait, le rat est la seule espèce à développer la néphrite de Heymann parce que les podocytes chez le rat sont les seuls à exprimer la mégaline. En fait, la mégaline n'est pas exprimée chez l'homme dans les podocytes. Bien sûr, elle est largement exprimée dans la bordure ambreuse du tube contourné proximal ou avec la cubuline. Elle joue un rôle essentiel dans la réabsorption des globulines de faits promoléculaires, de la vitamine, bioline, protéine, etc. Donc, chez l'homme, l'antigène était resté à identifier. Et avec les pédiatres de l'hôpital Trousseau, notamment l'équipe de Georges Deschênes et Albert Belsman, Vincent Guillaumis, on a eu la chance d'observer un patient, un nouveau-né, en réalité, de sexe mâle, qui est né à 38 semaines de gestation avec une détresse respiratoire et une oligoanurie. Et quand il a repris cette diurèse, il a une protéinurie néphrotique. Comme il n'y avait pas d'antécédents familiaux, les pédiatres ont décidé de pratiquer une biopsie rénale sous scanner. L'enquête étiologique de cette néphropathie, notamment d'une éventuelle extramembraneuse, était négative. Alors en fait, la biopsie réalisée à un mois a montré une forme sévère de glomérulopathie extramembraneuse, avec les dépôts d'IgG que vous connaissez, les dépôts de C5G9 de même topographie. Et parce que cette maladie s'est développée pendant le dernier trimestre de la grossesse, on a fait l'hypothèse que la mère s'était immunisée contre un antigène du rein, que les anticorps anti-rein avaient traversé le placenta. Et en fait, pour faire une longue histoire courte, l'antigène cible a été identifié par immunoprécipitation de la bordure ambreuse suivie de Western blot comme étant l'endopeptidase neutre, qui est un antigène de la surface du podocyte et de la bordure ambreuse. Vous connaissez tous l'endopeptidase neutre parce qu'elle est identique à l'encéphalinase, qui dégrade l'encéphaline dans certaines structures du cerveau, identique à CD10 et identique à CALA, qui est l'antigène commun des leucémies aiguës lymphoblastiques. Alors, on a pu également transférer la maladie avec les IgG de la mère, mais pas les IgG du père, au lapin nouveau-né, après avoir injecté les immunoglobulines à la lapine gestante. Vous remarquez que la maladie est transitoire chez le fœtus, parce que la demi-vie des immunoglobulines maternelles est brève, de l'ordre de 3 semaines. Et de façon très étonnante, la mère est asymptomatique alors qu'elle a un taux extrêmement élevé d'anticorps dirigés contre l'endopeptidase neutre, donc elle devrait avoir une maladie glomérulaire, sévère. Alors quelle est la raison de cela? Eh bien, les mères dans des enfants affectés par la maladie, dans les 5 familles jusqu'à présent identifiées, ont en fait des mutations dans le gène de la NEP, et ces mutations sont des mutations tronquantes, si bien que la protéine n'est pas produite ou est produite mais rapidement dégradée. Donc ces mères sont absolument déficientes en NEP, et c'est la raison pour laquelle elles ne développent pas la maladie. Et finalement, le schéma est le suivant, analogue, si vous voulez, à l'incompatibilité Rhesus. Les mères sont déficientes en NEP. Donc, pendant la grossesse, leur système lymphoïde, leur système immunitaire voit la NEP pour la première fois exprimée par le placenta d'origine paternelle. Il en résulte une immunisation anti-NEP, et les anticorps anti-NEP traversent le placenta dans le dernier trimestre de la grossesse pour atteindre leur cible antigénique, la NEP à la surface du podocyte, selon un schéma physiopathologique que je vous ai déjà décrit. Alors vous allez me dire qu'on est dans l'hyper rare, puisque 5 familles jusqu'à présent ont été identifiées et correctement phénotypées et génotypées. En fait, cette observation a été la première preuve de concept que chez l'homme également, un antigène du podocyte, comme la mégaline, chez le rat, pouvait être la cible des anticorps néphritogènes. Et dans le sillage de cette découverte, entre guillemets, les Américains Larry Beck et David Salant à Boston ont identifié un autre antigène du podocyte qui est le récepteur de la phospholipase A2 et ils ont montré que 70 à 80% des formes primitives de glomérulopathie extramembraneuse étaient associées à la présence d'anticorps dirigés contre cet antigène. C'est une découverte très importante, c'est une découverte les plus importantes de la néphrologie et même de la médecine dans ces 10 dernières années, pour 2 raisons. Premièrement, parce que
elle a montré que la glomérulopathie extra-membraneuse était une maladie auto-immune, puisque l'antigène est exprimé à la surface du podocyte chez l'homme. Et deuxièmement, elle a ouvert la voie à des tests diagnostiques qui, comme je vous l'ai dit, ont complètement transformé, révolutionné la prise en charge des patients ayant une extra-membraneuse. Malheureusement, pas partout en France, et même pas partout aux États-Unis, y compris à University of California à Los Angeles, pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre. Alors, à la même époque, on s'intéressait aux gènes de prédisposition aux glomérulopathies extra-membraneuses chez les caucasiens européens, et pour cela, on a formé un consortium européen et on a fait une étude de GWAS, une étude pangénomique. Et le principe, vous connaissez sans doute le principe des études pangénomiques. Le DNA, l'ADN est extrait des patients très bien phénotypés, en l'occurrence une extra-membraneuse idiopathique, ou extrait de sujets non atteints, qui sont les contrôles, et cet ADN est hybridé à des puces qui expriment plus de 300 000 et maintenant 2 millions de SNP. Les SNP, ce sont les polymorphismes d'une seule base qui représentent les polymorphismes les plus fréquents dans notre ADN. Alors bien sûr, après hybridation, vous obtenez des patrons différents et vous comparez ces patrons grâce à des méthodes bioinformatiques et biostatistiques. Et quand vous avez de la chance, vous identifiez des variants de prédisposition. Et c'est ce qui est figuré ici. Le consortium européen a pu identifier 2 séries de variants de prédisposition. Une première série dans le chromosome 6 et précisément dans HLA-DQ1, qui est un gène de réponse immune, ce qui fait sens dans une maladie auto-immune, c'est parce que ce gène code pour un antigène de classe 2 qui est capable de présenter les épitopes au récepteur T. Et à notre grande surprise, on a obtenu une seconde série d'allèles dans le gène PLA2R1 qui code pour l'antigène PLA2R qui avait été identifié par une méthode complètement différente par les Américains. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie monogénique, le risque de développer la maladie est multiplié par 80 chez les patients qui sont homozygotes à la fois pour le top SNP 10-80 dans HLA-DQ1 et le top SNP 10-30 dans PLA2R, ce qui est tout à fait singulier. Alors ça a amené le consortium à rechercher des mutations dans la séquence codante de PLA2R qui pourrait être responsable d'une forme anormale de l'antigène, et ces mutations n'ont pas été détectées, si bien que les mécanismes de l'auto-immunité restent à ce jour à établir. Toujours est-il que ce GWAS a été le premier dans les maladies auto-immunes à identifier les 2 composants de la machinerie immunitaire, de la machinerie de réponse immune, c'est-à-dire l'antigène de classe 2, HLA-DQ1, qui est présent à la surface des cellules présentant l'antigène, et l'antigène, plus spécifiquement le peptide, qui se lie à cet antigène de classe 2 et qui est présenté aux cellules T. Et quelques années plus tard, des données analogues ont été identifiées, recueillies par Kenneth Smith à Cambridge dans le domaine des vascularites, spécifiquement dans les vascularites à PR3 et pas dans les vascularites à MPO. Je pense qu'on vous en reparlera ultérieurement. Alors la question qui aujourd'hui n'est pas tranchée est de savoir si les anticorps anti-PLA2R ont un effet pathogène, s'ils sont responsables de la maladie. Pourquoi cette question n'est pas tranchée? Parce que les expériences de transfert chez l'animal ne sont pas possibles, sauf chez le primate. Pourquoi? Parce que les podocytes chez l'animal n'expriment pas PLA2R. Donc on ne peut pas injecter les immunoglobulines des patients atteints d'extra-membraneuse. Et il n'y a pas de modèle expérimental transgénique. Toutes ces tentatives ont été un échec. Néanmoins, si vous voulez mon avis, je pense que les anticorps anti-PLA2R sont effectivement pathogéniques pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont une valeur prédictive forte et ils sont véritablement associés à l'activité de la maladie. Deuxièmement parce qu'il peut y avoir des récidives très précoces de la glomérulopathie extra-membraneuse après transplantation, y compris dans les 8 premiers jours, chez des patients qui ont un taux élevé d'anticorps anti-PLA2R au moment de la transplantation. Et cela, ça évoque fortement la
pathogénicité de ces anticorps dans un modèle finalement humain qui ressemble à la néphrite de Heymann passive où on injecte des anticorps anti-mégaline au rat. Et puis on a eu la chance de décrire un cas exceptionnel de récidive avec les Rouennais sur le transplant où l'activité anti-PLA2R était portée par une immunoglobuline monoclonale anti-PLA2R qui était présente dans le rat natif et présente dans le greffon. Alors, voici la structure de PLA2R. C'est donc un récepteur pour la phospholipase A2 qui, comme vous le savez, est sous forme soluble d'une molécule très inflammatoire ou pro-inflammatoire. Et vous voyez qu'il y a ici un domaine riche en cystine qui est très important parce que c'est là où se trouve l'épitope immunodominant, celui qui est reconnu par la plupart des anticorps. Il y a ici un domaine fibronectine, 8 domaines de type lectine et un domaine intracellulaire qui est très important également car il peut signaliser. Alors, bien sûr, on conçoit que dans les glomérulopathies extra-membraneuses, les anticorps jouent un rôle pathogène en activant le complément au sein des humains complexes et l'activation du complément est responsable de la protéinurie en créant des altérations du podocyte. Mais les anticorps eux-mêmes peuvent avoir un effet direct, soit en bloquant la fixation de PLA2 sur son récepteur, et donc en créant une inflammation dans le contexte du podocyte, soit en activant des voies de signalisation qui aboutissent notamment à la production de radicaux oxygène libre et à la sénescence. Depuis la découverte de PLA2R, un autre antigène a été identifié qui a un nom impossible, thrombospondine type 1 domaine containing 7A, THS on va l'appeler, qui a une structure assez voisine à celle de PLA2R et les anticorps correspondants sont trouvés dans 10% des formes PLA2R négatives. Les formes PLA2R négatives, c'est 30%, 10% de 30%, ça fait 3%. Donc, vous réalisez que c'est un antigène minoritaire dans la physiopathologie des extra-membraneuses. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que, en plus de l'épitope conformationnel immunodominant qui est présent dans cette région et particulièrement dans le domaine ricine, d'autres épitopes ont été identifiés, notamment ici et ici, et il y a un phénomène d'épitope spreading, c'est-à-dire de diffusion de l'épitope au cours de l'évolution de la maladie. Et de façon très intéressante, comme l'ont montré les Niçois, Vincent Hainaut, Gérard Lambeau, Barbara Setspolsky, ce phénomène d'épitope spreading est associé à un mauvais pronostic, à une plus faible réponse au traitement. Donc, en d'autres termes, plus les patients développent des anticorps contre différents épitopes à la surface de la molécule, et plus leur pronostic est réservé. Et ça, ce sera extrêmement important dans les années à venir où on disposera d'ELISA spécifiques pour poser les indications du traitement et éventuellement changer de traitement. Alors, on fait la recherche pour les patients. Et en fait, tous ces résultats que je vous ai montrés ont été transformés, ont été translatés, c'est ça la recherche translationnelle, en des tests diagnostiques qui ont permis encore une fois de révolutionner le diagnostic et la prise en charge des patients ayant une extramembraneuse. Le premier test est un test d'immunofluorescence qui est très similaire au test utilisé pour la détection des facteurs antinucléaires. Vous avez sur la gauche des cellules qui sont transfectées avec le cDNA de PLA2R et à droite des cellules non transfectées. Et voici le résultat de l'immunofluorescence d'un sérum qui est très positif en Western blot, qui était la méthode, qui est toujours la méthode de référence. Et vous voyez que ce sérum, il donne une très belle fluorescence sur les cellules transfectées et pas de bruit. Et puis très rapidement, un ELISA a été développé dans notre consortium et commercialisé par Euroimmune. Et actuellement, 2 tests qui sont commercialisés par Euroimmune, qui sont disponibles en France et en Navarre. Un test d'immunofluorescence qui est celui-là, et un test ELISA. Le test d'immunofluorescence est un peu plus sensible que le test ELISA. C'est la raison pour laquelle on conseille de commencer par le test en immunofluorescence. Et si ce test est positif, faire le test en ELISA, qui permet de mieux quantifier la présence d'anticorps dans le sérum. Ceci, c'est probablement l'une des 2 diapositives les plus importantes pour vous sur le plan clinique. Elle montre la prévalence des anticorps anti-PLA2R
dans différentes populations, GEM idiopathique, GEM secondaire, patients ayant d'autres types de néphropathie ou d'autres maladies auto-immunes et patients sains. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que les anticorps anti-PLA2R sont absolument spécifiques de la glomérulopathie extra-membraneuse. On ne les voit jamais dans un autre contexte. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres tests en médecine qui soient parfaitement diagnostiques et spécifiques d'une maladie? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et leur prévalence, leur sensibilité avoisine les 75%. En fait, elle est comprise entre 70 et 80% en fonction de la population dans les extra-membraneuses idiopathiques. Elle est beaucoup plus faible dans les extra-membraneuses secondaires associées à un lupus, un cancer, une hépatite B ou une réaction du greffon contre l'autre, où il est toujours difficile de dire si on a vraiment une GEM secondaire ou si c'est une coïncidence. La coïncidence de l'association entre une GEM primitive et la maladie sous-jacente. Vous voyez qu'en 2014, tout récemment, DU a fait une méta-analyse portant sur 15 études, plus de 2000 patients, spécificité 99%, sensibilité 78%. Anna De Dieck, dans le labo, a été la première à montrer que la détection de l'antigène dans les dépôts humains, dans les biopsies des patients ayant une extra-membraneuse, était plus sensible que la détection des anticorps circulants. C'était la première série de 42 patients. Vous voyez que chez 21 patients, il y avait des anticorps détectés par deux méthodes et on pouvait mettre en évidence l'antigène dans la biopsie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que 18 sur les 42 patients n'avaient pas d'anticorps détectables par Western blot ou par immunofluorescence. À cette époque-là, on n'avait pas encore les LISA. En revanche, 10 de ces 18 patients avaient l'antigène dans la biopsie. Et probablement, ces patients qui sont antigènes positifs, anticorps négatifs, sont des patients qui sont en train de rentrer en rémission immunologique. Ils n'ont plus d'anticorps circulants, ils n'ont pas besoin de traitement. Et ça, c'est un point très important compte tenu de la toxicité des traitements immunosuppresseurs. Et Franck Poursine, qui est maintenant à Henri Mauver à Créteil, avec Karine Nahor, ont repris notre série sur 14 années de 106 patients. Et ils ont montré qu'effectivement, la sensibilité de la détection de l'antigène était 10 points supérieure à celle de la détection de l'anticorps. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette détection d'antigène peut se faire dans des coupes paraffines. Dans des biopsies de patients, notamment les patients qui ont évolué vers l'insuffisance rénale terminale et qui vont être transplantés. Et c'est un point très important parce que ce diagnostic rétrospectif va permettre d'associer l'extramembraneuse à une immunisation anti-PLA2R et donc à prédire le risque de récidive sur le greffon, et cela permettra de mieux monitorer le traitement immunosuppresseur et l'éventuelle prescription de rituximab préemptive. Je pense que Gabriel Choucroune en parlera cet après-midi. Alors, je vous ai dit que les anticorps anti-PLA2R, l'immunisation anti-PLA2R était rare dans les GEM secondaires. Il y a deux exceptions. Il y a l'hépatite B. Dans tous les cas de GEM associés à l'hépatite B, on a trouvé PLA2R dans les dépôts, et la sarcoïdose, pour des raisons qui ne sont pas connues aujourd'hui. Alors, il ne suffit pas de détecter l'antigène PLA2R dans les dépôts, dans les biopsies. Il faut aussi analyser les sous-classes d'immunoglobulines qui sont présentes dans les biopsies, les sous-classes d'immunoglobuline G, parce que vous voyez que dans les formes primitives, on a essentiellement d'IgG4 et plus ou moins d'IgG1, alors que dans les formes secondaires, GEM lupique, GEM paranéoplasique, on a essentiellement IgG1 et IgG2. Et cela permet d'essayer de répondre à la question, doit-on rechercher systématiquement un cancer chez tout patient ayant une extramembraneuse après 50 ans? Alors on peut
avec Jean-François Cambier, qui était un chef de clinique belge qui était dans le service, on a essayé de décrire un algorithme pour éviter aux patients des explorations qui sont douloureuses, qui sont coûteuses et qui sont fatigantes. Et coûteuses pour la société, bien sûr. Il est important, chez tous les patients, de rechercher les anticorps, de doser les anticorps et de rechercher l'antigène, d'identifier les sous-classes, et comme Carmen Le Faucheur l'avait montré, de dénombrer le nombre de cellules inflammatoires dans les glomérules. Au-dessus de 8, c'est un élément très important en faveur d'un cancer, sauf chez les patients qui ont une thrombose des veines rénales. Il y a deux causes d'augmentation des cellules inflammatoires dans les glomérules chez les patients ayant une extra-membraneuse, c'est le cancer et la thrombose des veines rénales. Alors, chez les patients qui ont de l'anticorps et ou de l'antigène circulant et dans les dépôts, et j'insiste sur le « et », une prédominance d'IgG4 et un nombre de cellules inflammatoires par glomérule inférieur à 8, ça c'est le Macintosh, l'hypothèse d'une GEM secondaire et en particulier paranéoplasique est très faible. Donc il n'est peut-être pas utile de s'acharner à découper le patient en tranches, mais on reste des cliniciens, on continue bien entendu à rechercher des facteurs de risque de cancer, bien entendu on examine ce patient, on l'interroge, et si il existe, donc on peut stopper les investigations, sauf si on trouve ces facteurs de risque personnels et familiaux. En revanche, chez les patients qui sont séronégatifs et qui n'ont pas d'antigène PLA2R dans les glomérules, ou chez les patients, et là c'est pas et, c'est ou chez les patients qui ont une prédominance d'IgG1 et d'IgG2, ou chez les patients qui ont plus de 8 cellules inflammatoires par glomérule, l'hypothèse d'une GEM secondaire, en particulier associée à un cancer, devient très vraisemblable et le risque de cancer est élevé et restera élevé dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Alors il y a un petit élément nouveau, c'est la détection des anticorps anti-THSD, thrombosepondine domaine 7A. Pourquoi ? Parce que selon les premiers résultats du groupe allemand, vous avez une lettre dans le New England et un papier dans le JCI la semaine dernière, selon les résultats du groupe allemand, il y a une plus forte prévalence des cancers chez les patients qui ont des anticorps anti-thrombosepondine domaine 7A, et ils ont mis en évidence l'antigène dans 2 ou 3 cas au sein de la tumeur et dans les cellules dendritiques, dans les ganglions drainants. Cela reste à confirmer, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas l'expérience des Anglais, ce n'est pas l'expérience des Hollandais, donc pour l'instant c'est une rumeur. Alors le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la valeur prédictive des anticorps, qui est bien démontrée maintenant dans différentes études. Un taux élevé d'anticorps anti-PLA2R est associé à un pourcentage plus faible de rémission, spontanée ou induite par le traitement, un risque plus élevé de développement de syndrome néphrotique chez les patients qui ne sont pas néphrotiques, de détérioration de la fonction rénale et un temps plus long jusqu'à la rémission chez les patients traités par immunosuppresseurs. Et ça, c'est la deuxième diapositive la plus importante de cette présentation, car elle montre, dans la série qu'on a reprise avec les Italiens de Bergame, elle montre l'évolution des anticorps en vert, de la protéinurie en rouge et de l'albumine sérique en bleu chez des patients traités par le rituximab pour une glomérulopathie extramembraneuse. C'est le même schéma évolutif pour les patients traités par immunosuppresseurs ou par cyclosporine. Et vous voyez tout de suite que les anticorps chutent très rapidement alors que la protéinurie diminue très progressivement, ici c'est 2 ans, et que l'albumine sérique augmente très progressivement. Et en fait, on a pu calculer le temps jusqu'à une diminution de 50% du taux, qui est inférieur à 1 mois, alors que le temps jusqu'à 50% de diminution de la protéinurie est pratiquement d'1 an, et la même chose pour le temps jusqu'à 50% d'augmentation de l'albumine sérique. Donc, si vous voulez, cela veut dire que la rémission immunologique précède de longtemps la rémission clinique. Et cela probablement est dû à la nécessité, au temps nécessaire pour réparer la paroi du capillaire glomérulaire après que la maladie immunologique soit éteinte. Et bien entendu, ceci a des importantes conséquences thérapeutiques. Il est inutile de surexposer les patients au risque des thérapeutiques immunosuppressives, quelles qu'elles soient, une fois qu'ils n'ont plus d'anticorps, puisqu'ils ont atteint la période de rémission immunologique. Ces anticorps permettent également de prévoir la rechute.
quand ils augmentent ou quand ils réapparaissent, avec un temps médian entre l'augmentation et la réapparition et la rechute de 3 mois, donc grande valeur prédictive. Et les Hollandais ont montré avec les Anglais que lorsque le traitement immunosuppresseur est terminé, le pourcentage de rechute ou la survie en rémission de la maladie est beaucoup plus faible chez les patients qui ont gardé des anticorps à la fin que chez des patients qui ont éliminé les anticorps. Cela amène au concept de switcher de traitement immunosuppresseur, dont Gabriel Choucroune vous parlera probablement cet après-midi. Alors, je vous ai parlé du risque de la valeur des anticorps anti-PLA2R en transplantation. En fait, vous savez que les GM récurrentes sont très fréquentes, peut-être 40% des patients transplantés. Au moins 50% ont des anticorps anti-PLA2R. En fait, si on ajoute l'antigène dans les biopsies, c'est beaucoup plus. Et vous voyez que les patients qui ont un test positif, c'est-à-dire les anticorps détectés au temps de la transplantation, il y a un risque de 80% de chance de récurrence, il y a un risque de 80% de récurrence. Mais toutefois, 20% n'ont pas rechuté probablement à cause du traitement immunosuppresseur anti-rejet. Et si le test est négatif, il y a quand même un risque de 50% de récurrence, probablement parce qu'on n'a pas fait de diagnostic de GM associé à PLA2R, parce qu'on n'avait pas l'étude de l'antigène sur les reins natifs. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire en 2016 ? Vous l'avez compris, mesurer les anticorps anti-PLA2R chez tous les patients adultes avec un diagnostic, une suspicion diagnostique d'extra-membraneuse, commencer par le test en immunofluorescence et mesurer les anticorps anti-THS chez les patients qui sont négatifs pour PLA2R. Alors actuellement, ce n'est pas possible, sauf dans des laboratoires de recherche, mais Euroimmune va commercialiser un double chip sur lequel il y aura à gauche PLA2R et à droite thrombospondine domaine 7A. Donc ce sera possible de voir si les patients ont des anticorps contre l'un ou l'autre, et jamais les deux jusqu'à présent ou exceptionnellement. Il faut chercher l'antigène dans les biopsies rénales, déterminer la sous-classe et surveiller le taux des anticorps durant l'évolution et chez les patients greffés. Voilà, je vais m'arrêter là. Les antigènes exogènes, c'est l'albumine bovine cationique chez les enfants, d'autres antigènes, mais je pense que l'albumine bovine cationique chez les enfants, d'autres antigènes, mais je pense que